Bien, nous allons reprendre donc cet après-midi, après ce matin donc avoir échangé sur les sources et après vous avoir présenté donc la base de données des résistants sur le site Mémoire des Hommes. Cet après-midi, nous allons donc nous concentrer sur faire l'histoire de la résistance à partir des dossiers individuels avec donc deux tables rondes. Et donc la première table ronde qui s'appelle Méthodologie, comment exploiter les dossiers individuels, avec deux intervenants qui prendront la parole tour à tour. Donc déjà d'une part je vous présente à ma gauche Monsieur Breuil. Monsieur Breuil qui est chef de la division des recherches administratives et de la gestion des droits au service historique de la Défense et qui va vous parler notamment des procédures d'homologation des services dans la résistance. Donc on va parler avec lui de textes réglementaires, on va parler des grandes familles de résistance, il va vous expliquer plus précisément ce qu'est un FFI, ce qu'est un FFC, ce qu'est un FFL, parce que ce sont des notions dont on entend parler, mais il faut voir précisément ce que ces notions relèvent. Et donc M. Breuil vous nous expliquera tout ça en détail. Et puis, à ma droite, je vous présente Michel Blondin. Michel Blondin, qui est un historien, qui a préparé une thèse sur le bureau des opérations aériennes en région sud, D, en région D, qui habite à Dijon, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Michel Blondin, qui connaît très très bien les archives du bureau Résistance, qui est un habitué, et qui va nous parler du statut des agents des forces françaises combattantes et nous expliquer plus précisément le décret 366 du 25 juillet 1942 et les archives qui concernent justement, qui relèvent de ce décret. Voilà, alors messieurs, je vous laisse la parole. Donc on commence par l'intervention d'Éric sur l'homologation des services dans la résistance. Donc bonjour à tous. Donc avant toute chose, je voulais vous préciser que faire un retour sur les procédures d'homologation des services dans la résistance, en ce qui nous concerne, c'est avant tout des services militaires. Donc nous, on est une émanation de l'ex-bureau Résistance qui, à l'origine, devait homologuer des services militaires. Donc alors Frédéric l'a fait ce matin, je vais le refaire, ce serait un peu une redite, sur l'historique du bureau Résistance, puisque à la fin de la guerre, les différents services liquidateurs des FFI, des FFC et des FFL ont été rattachés au ministre des Armées, c'est ce que Frédéric a dit ce matin. Après un court intermède où ils ont été rattachés à la vice-présidence, au vice-président du Conseil, ils ont été ensuite rattachés à la DPMAT à partir de 1952. Donc à partir de 1952, ils ont été rattachés à la DPMAT. En 1965, on voit un arrêté ministériel qui précise l'existence d'une section résistance qui va un peu unifier tous les services liquidateurs. En 1980, on trouve la trace de la création d'un bureau résistance qui succède à la section résistance. Ce bureau résistance est rattaché en 1988 à la SDBC, sous direction des bureaux des cabinets, directement auprès du ministre. Ce bureau résistance est ensuite rattaché à la DPMA en 1999. En 2005, il est intégré au sein Alors en 2005, création du SHD, c'est ce que Frédéric a dit ce matin. Donc le bureau résistance est rattaché au SHD. Il est rattaché auprès du DIMI. C'est un département interarmée ministériel et interministériel. Et il a cessé d'exister en 2013. Donc, à l'heure actuelle, ce bureau résistance a été éclaté en deux parties. On trouve la gestion des fonds. Donc là, c'est Frédéric qui s'en occupe. C'est la partie archivistique, valorisation des archives. Et la partie gestion des droits. Donc là, ça revient directement auprès du département de la collecte et des recherches administratives. C'est le département dans lequel je travaille. Donc je travaille au DCRA et plus particulièrement à la DRAGD, et on a repris les anciens services, l'ex-bureau Résistance. Donc ce bureau Résistance qui, à sa grande époque, comprenait une dizaine de personnes, maintenant comprend un sous-officier. Donc ça vous donne un peu
un peu l'idée du volume de travail que représente l'homologation des services. Donc, on va faire un rapide historique, hein, c'est ce que Frédéric vous a développé ce matin sur l'histoire du bureau résistance. On verra après les grandes familles de résistance et les différentes procédures d'homologation qui s'appliquent à chaque grande famille. Alors, en ce qui concerne le bureau résistance, alors l'historique du bureau résistance, bon, je vous fais un bref rappel, hein, ça a déjà été dit ce matin. À la fin de la guerre, ces différents services liquidateurs des FFI, des FFC et des FFL ont été rattachés au ministère des Armées. Après un bref intermède de 5 ans où ils étaient rattachés à la vice-présidence du Conseil, ils ont été rattachés à la DPMAT. Donc on voit après, dans l'évolution de ce service, en 1965, on voit un arrêté ministériel qui précise que la section résistance gère les droits individuels des résistants. En 1980, on crée un bureau résistance qui succède à la section résistance, qui est ensuite rattaché en 1988 à la SDBC, sous direction des cabinets du ministre. En 1999, ce bureau résistance passe sous la coupelle de la DPMA, Direction du patrimoine, de la mémoire et des archives. En 2005, il est intégré au SHD, création du SHD, au sein du DIMI, département interarmé ministériel et interministériel. En 2013, disparition du DIMI, donc le bureau résistance n'existe plus en tant que tel. Donc il éclate. En fait, c'est ce que Frédéric a dit ce matin. Donc la gestion des fonds, valorisation des fonds, est rattachée au DFA, département des fonds d'archives. Et la gestion des droits, enfin ce qu'il en reste, hein, on va voir ça tout à l'heure, relève du département de la collecte et des recherches administratives, le DCRA. Donc les missions de ce bureau résistance, alors au fil du temps, alors au terme de l'arrêté initial qui portait organisation de la DPMAT, le bureau de résistance assurait la liquidation des questions afférentes aux services rendus dans la résistance à titre militaire. Donc on est bien dans le domaine militaire. Là, on est vraiment dans le cadre de l'homologation des services militaires. C'est la raison pour laquelle on va se concentrer sur les 5 grandes familles de la résistance pour lesquelles on va valider les services militaires. Donc cette gestion des droits individuels, c'est la validation des services et la délivrance de titres d'appartenance, les FFI, les CAFI, les fameux CAFI, on verra ça tout à l'heure, la RIF, la FFC, la FFL. La validation des services des campagnes et des blessures pour la DIR, parce que même si ce n'est pas des services militaires, on leur a... Les attestations de la DIR sont données par l'ONAC. Nous, en tant que bureau résistance, on valide des services militaires pour permettre à ces gens-là de faire valoir des droits à pension, des droits à solde éventuellement. On intervient aussi pour renseigner la SDBC dans le cadre de mémoires. Il y a beaucoup de mémoires, hein, de plus en plus, hein, pour les ordres nationaux. Donc nous, comme on détient les dossiers de ces gens-là, on est très souvent sollicité par SDBC pour des copies de dossiers, pour permettre à SDBC de faire des mémoires, de propositions dans les ordres nationaux. On renseigne aussi l'ONAC en vue de l'attribution de la carte et de la croix de CVR. Et il y a aussi, alors ça relève plus de Frédéric, c'est la gestion des archives, la valorisation. C'est plus de 600 000 dossiers individuels, et puis il vous en a parlé ce matin, hein, les dossiers des réseaux et des maquis. Mais ça, ce n'est pas vraiment mon domaine. Mon domaine, c'est la gestion des droits. Donc on est sollicité plus maintenant par SDBC pour la gestion des droits. Alors, on va voir par grandes familles de résistance, hein, donc les grandes familles de résistance qui sont susceptibles de faire valoir des services militaires, hein, c'est les FFL, les FFC, les FFI, la RIF, et aussi la DIR, les déportés internés de la résistance. Donc on valide aussi des services militaires. En ce qui concerne les FFL, les premiers, donc les FFL, bon, je pense que vous savez tous, hein, ce sont les volontaires qui ont rejoint le général de Gaulle
et qui se sont engagés pour servir dans les FFL entre le 18 juin 40 et le 31 juillet 43. Il s'agit là de l'armée régulière de la France libre, donc c'est un engagement volontaire pour la durée de la guerre. Donc là, on a affaire à des militaires. Donc les services administratifs de la France libre ont tenu à jour leurs pièces matricules, et le bureau résistant détient ces pièces. Donc c'est sous la forme de SS, enfin on détient les dossiers de ces gens-là. Donc on est à même de délivrer les titres d'appartenance à la France libre, qui sont au nombre de 5. Donc on peut délivrer des cartes d'identité de membres des FFL, les diplômes de remerciement du général de Gaulle, c'est le diplôme du général de Gaulle, le fameux diplôme, hein. Le diplôme de la médaille commémorative des services volontaires de la France libre, le titre reconnaissant la qualité d'engagé volontaire dans les FFL, et enfin l'attestation d'appartenance au FFL. Donc le nombre officiel des Français libres est à peu près de 52 000, donc on a à peu près délivré 52 000 titres. Alors on n'en délivre plus de titres, mais on pourrait encore, parce qu'il n'y a pas forclusion en matière de FFL. Je veux dire, si demain une personne se manifeste et qu'on retrouve dans les archives la preuve de son appartenance au FFL, on pourrait très bien lui délivrer une carte d'identité des membres de FFL. On sort encore des diplômes de remerciement du général de Gaulle, on en fait. On fait encore des diplômes de la médaille commémorative des FFL. Donc les textes, c'est l'accord franco-anglais du 7 août 1940, hein, entre De Gaulle et puis l'accord d'Angleterre, et puis l'instruction du 29 juillet 1953, relative à l'attribution des différents titres reconnaissant les services rendus à la France libre et dans les forces françaises libres. Donc en matière de FFL, c'est la seule grande famille qui nous sollicite encore, ici au niveau bureau résistance, puisqu'ils peuvent encore demander, donc on a encore des demandes de diplôme du général de Gaulle, c'est très très rare, hein, mais ça peut arriver encore. Donc on recherche dans les dossiers. Si le diplôme n'a pas été attribué, si on n'a pas la preuve de l'attribution du diplôme, on l'attribue. On fait un diplôme, on a encore des diplômes vierges, donc on les attribue. Donc voilà, on a encore un certain stock, donc on peut encore en attribuer. Donc c'est quasiment la seule famille qui nous sollicite encore, hein. Après, on a les forces françaises combattantes, les FFC. Donc là, il s'agit des gens qui ont armé les réseaux de renseignement, d'action ou d'évasion. Donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, parce que je crois que Michel va intervenir là-dessus. C'est le décret. Alors, le décret qui parle, enfin le texte réglementaire qui parle de cette famille, c'est le décret du 25 juillet 1942, le décret 366, qui fixe les règles d'intégration au FFC du personnel des territoires occupés par l'ennemi ou soumis à l'autorité du gouvernement de Vichy et de sa circulaire d'application. Donc la difficulté, Michel vous en parlera, hein, c'est que seuls certains d'entre eux ont signé un véritable acte d'engagement. Ils ont par la suite recruté des volontaires, mais ce mode de recrutement par cooptation successive, associé à l'absence d'archives et au fonctionnement très cloisonné des réseaux, ont entraîné des difficultés à la libération pour la liquidation administrative de ces services. Donc il a été décidé à la libération que les chefs de réseau établissent des listes de leurs agents en vue de la liquidation définitive de ces droits. Donc il a été établi des listes par un officier liquidateur. Sur ces listes, il y avait tous les agents qui avaient travaillé, hein, Michel, pour chacun des membres du réseau. Donc on avait la date d'entrée, la fin du service, le degré d'implication. Alors, en matière de FFC, il y a 3 catégories. Il y a les O, les P1 et les P2. O, c'est les agents occasionnels, P1, P2, en fonction de leur degré d'implication. Et ensuite, on pouvait déterminer le grade. Alors, en ce qui concerne les agents occasionnels, c'est pas un service militaire. Donc ces gens-là ne pouvaient pas faire valoir de droits en matière de carrière militaire. Les agents P1 pouvaient faire valoir une carrière militaire, mais il n'y avait pas d'assimilation de grade. Seuls les agents P2 avaient un grade d'assimilation et pouvaient après faire valoir les droits afférents à la qualité de militaire. Enfin, ça, je pense que Michel pourra vous en parler plus profondément, plus particulièrement. Hein.
Donc, alors, en ce qui concerne ces listes, on a recensé 109 000 agents. Là, je parle sous le contrôle de Michel. Pour 300 réseaux homologués, à peu près. Hein. C'est voilà, 300, aux environs de 300 réseaux homologués. Alors, ces listes visées par la Commission nationale, il y avait une commission nationale d'homologation des FFC, ont été arrêtées le 6 décembre 1949. Et ce sont les seuls qui vont permettre de délivrer aujourd'hui encore les attestations d'appartenance au FFC. C'est-à-dire que nous, ex-bureau résistance, on pourrait encore délivrer des attestations FFC si ces gens sont sur ces listes. C'est-à-dire que si ces gens sont sur ces listes, on peut délivrer des attestations. Moi, je suis là depuis 2014, j'en ai pas délivré, mais ça pourrait arriver, on pourrait le faire. Voilà, exactement. Des familles pourraient demander une attestation d'appartenance au FFC. Donc nous, on regarde sur les archives, hein, on a les listes des chefs de réseau. Si on retrouve la personne, on va sortir une liste, enfin, on va sortir une attestation d'appartenance au FFC. Donc là, je vous ai mis un modèle, voilà, un modèle d'attestation. Ah non, mais ça c'est FFL, Force française combattante. Voilà. Là, c'est un modèle d'attestation d'appartenance au FFC. Donc vous avez un grade d'assimilation. Là, en l'occurrence, c'est un lieutenant. Donc c'est quelqu'un qui était au réseau Castille. Hein. Donc on lui a sorti, ça a été fait en 1958. Hein. Donc à partir de ça, il va pouvoir faire valoir ses droits au niveau militaire. Ouais. Bon. Force française combattante. Oui, vas-y. Voilà. Ça, c'est une attestation FFC. Ouais. Ça, c'est une attestation importante. Oui, tout à fait. Ouais. Donc ça... si je peux me permettre, quand les listes ont été terminées, quand la liste officielle était faite des agents du réseau, tu appuies, Michel, sur l'attestation n'a pas été envoyée systématiquement aux agents. Si vous voulez, on attendait qu'ils en fassent la demande. Donc certains l'ont faite parce qu'ils étaient membres d'associations, ils savaient qu'ils pouvaient faire cette demande, ils l'ont faite. Mais d'autres n'en ont jamais rien fait. Aujourd'hui, ils pourraient demander cette attestation. La condition, il vous l'a dit, Eric, c'est que leur nom figure sur la liste officielle. Et cette liste officielle, elle se trouve ici. Elle est conservée dans les dossiers 16P, dans les dossiers, 17P, les dossiers collectifs des réseaux. Et cette liste, c'est une liste qui est signée par le ministre officiellement, ce sont des signatures manuscrites. C'est une minute, c'est un document original. Moi, je n'arrête pas de dire à Frédéric, il faut que ces listes-là, elles soient fixées une fois pour toutes, qu'elles soient figées, qu'elles soient numérisées. C'est le document officiel. Quand on va chez un notaire, il va sortir la minute, c'est la liste officielle des agents du réseau. Et elles sont établies malheureusement sur un papier de période de pénurie. Donc petit à petit, ce papier se décompose. On est allé quelquefois à écrire à 1 millimètre de la marge, seulement le papier était rare, et ce millimètre, petit à petit, il disparaît. Donc la lettre initiale du nom, elle disparaît. Il faut faire quelque chose, il faut sauver les listes des agents FFC. Maintenant, moi, on n'a quasiment pas de demande. Enfin, moi, je suis là depuis 4 ans. J'ai jamais eu de demande d'attestation FFC. Je pense que tous les droits ont été donnés. Enfin, au niveau FFC, les seules demandes qu'on a, nous, c'est FFL. C'est vrai qu'au niveau FFC... Mais la possibilité existe, il faut le savoir. Si quelqu'un veut une attestation FFC, on peut encore en délivrer. Autre grande famille, les FFI. Donc, les FFI, donc, dont les textes sont régis par l'ordonnance du 9 juin 1944, portant statut des FFI, et le décret du 20 septembre 1944, et aussi l'instruction qui porte codification des dispositions concernant l'application des décrets, enfin, relatives aux FFI. Donc, les FFI, c'est l'ensemble des unités, sont constituées par l'ensemble des unités combattantes qui ont pris part à la lutte contre l'ennemi sur le territoire métropolitain, donc les maquis, les corps francs. Donc ce sont des forces armées. Donc là, on est vraiment dans le cadre c'est vraiment des droits liés ce sont des droits militaires, ce sont des droits aux armées, qui ont combattu volontairement l'ennemi
et qui ont accompli des actes de guerre au cours des combats de la libération. Donc le fameux titre que tout le monde connaît, hein, c'est le CAFI, le fameux certificat d'appartenance aux forces françaises de l'intérieur. Le problème de ce CAFI, c'est qu'il y a une date de forclusion. Donc la demande devait être déposée avant le 1er mars 51. Donc toute demande déposée après le 1er mars 51 n'est plus recevable. Donc voilà, un problème de CAFI, un problème de FFI, le problème est réglé. Alors on peut encore émettre des CAFI, c'est ce que je disais ce matin. Il y a un nouveau modèle de CAFI en 1980 qui est sorti, qui reprend. Alors il faut qu'il y ait un ancien CAFI. Je veux dire, on va pas sortir un nouveau CAFI comme ça. En fait, on recrée un ancien CAFI. On pourrait, hein, demain, si on a une demande de quelqu'un qui me demande un nouveau CAFI, s'il a un ancien CAFI, on va reproduire sur le nouveau modèle, parce qu'il y a un nouveau modèle de CAFI qui est sorti en 80 par SDBC. Donc, mais il faut que la demande ait été faite avant le 1er mars 1951. Donc là, on est vraiment dans un problème de forclusion, sauf il y a quelques exceptions, je crois. Hein. Les gens qui auraient été déportés, enfin bon, il y a vraiment, à part quelques exceptions, normalement, la date de forclusion, il fallait faire la demande avant le 1er mars 51. Donc la demande, c'est une commission régionale hein, qui statue sur la demande de CAFI. Donc, si ce qui avait été demandé reçoit l'aval, c'est signé par le général commandant de la région militaire. Donc suite à ça, le bureau résistance, enfin ou les différents services liquidateurs, ensuite le bureau résistance, émettait un CAFI. Voilà. Donc ce CAFI permettait ensuite de faire valoir des droits militaires. Hein. C'est très important tout ça, parce que là on est dans le domaine des droits liés à la carrière militaire. Donc des droits à solde, des droits à pension, des droits à pécule, donc des droits à campagne double, des droits à campagne. Donc là on est vraiment dans un domaine militaire. Hein. C'est vraiment la résistance côté militaire. Donc ça a un côté quand même assez important. Donc il y a à peu près 250 000 combattants qui ont été homologués au titre des FFI. Voilà. Là, je vous ai mis un modèle de CAFI, Force française de l'intérieur. Voilà. Bon, un CAFI, peut-être que vous connaissez, vous avez tous vu un CAFI. Hein, c'est vraiment le modèle type en matière de titre d'appartenance à la résistance. Tout le monde connaît le CAFI, le fameux CAFI, donc d'appartenance au FFI. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de grade, d'assimilation de grade, je crois que... Alors, on pouvait émettre des CAFI avant la date du débarquement, je crois. Et l'assimilation de grade n'intervenait qu'après, je crois, je me souviens plus de la date exacte, mais je crois que c'est après juin 1944. Donc, les CAFI, on en a émis avant 1944, mais pour l'assimilation de grade, c'est après la date du débarquement. Je crois que c'est le 9 juin. Je crois que c'est le 9 juin 1944. Exactement. Voilà, c'est ça. Là, je parle sous le couvert de l'adjudant-chef du Martin, qui m'a précédé, qui connaît sûrement plus le sujet que moi. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, on va passer maintenant... Alors, une autre grande famille, c'est la résistance intérieure française, la RIF. Donc la RIF, Résistance intérieure française, est régie par un décret de 1947, hein, par un arrêté et par une instruction de 1947 également. Donc le problème de la RIF, c'est que ce sont des services civils. Ce sont des services qui n'ont pas été considérés comme des services militaires. Leur opposition à l'occupant s'est concrétisée par des rédactions de tracts, des impressions de journaux clandestins, fabrication de fausses cartes d'identité, des hébergements de réfractaires. Donc ce n'était pas assimilé à des services militaires. Il a quand même été décidé que ceux qui avaient subi un préjudice grave, donc ceux qui avaient été internés, déportés, ceux qui avaient subi des blessures, des maladies consécutives à la captivité, ceux qui étaient décédés, hein, tout simplement, pouvaient bénéficier de droits ouverts aux militaires. Et ils ont pu faire homologuer à ce titre leur service. Donc ils ont pu obtenir des pensions à titre militaire. Donc il y a une commission nationale d'homologation de la RIF qui a statué sur ces cas, sur ces différents cas.
et sur la réalité des services allégués par les requérants. Donc on a identifié à peu près 22 000 personnes internées, déportées, blessées ou tuées dans le cadre de la RIF, qui ont obtenu des certificats d'appartenance à la résistance intérieure française. Donc ce sont des certificats qui leur ont permis après, par la suite, d'obtenir des pensions, ou à leurs descendants d'obtenir des pensions d'invalidité, des reversements de pensions. Alors, comme les FFI, la date de forclusion était au 1er mars 1951 pour les assimilations de grade. Donc il fallait absolument faire la demande avant le 1er mars 1951. Donc là, j'ai un modèle de certificat. Alors ça, c'est voilà, un certificat d'appartenance aux forces françaises de l'intérieur. Certificat d'appartenance à la RIF. Donc ça devait être demandé avant le 1er mars 1951. Donc normalement, on ne peut plus en établir, contrairement au FFC, contrairement au FFL. La RIF, on ne peut plus en établir, sauf s'il n'y a pas d'assimilation de grade. On pourrait à la limite en établir sans assimilation de grade. Mais bon, on n'a pas la demande. Hein. La dernière grande famille, c'est les DIR, hein, c'est déportés internés de la résistance. Attendez. Voilà, les déportés internés de la résistance. Alors, les titres sont donnés, c'est ce qu'on a vu ce matin, par l'ONAC. C'est l'ONAC qui va attribuer le titre d'un déporté interné de la résistance. Et le service, le bureau résistance, lui, va valider des services. Parce que ces gens-là, on a décidé de leur attribuer des services militaires pendant leur temps de déportation, pour leur permettre de faire valoir des droits à pension, des droits à pécule, des droits à PMI. Donc le service, le bureau résistance va, une fois que le titre de déporté et interné de la résistance a été délivré par l'ONAC, nous, on distribue un certificat, enfin on donne un certificat de validation des services, campagne et blessures. Donc c'est tout ce qu'on fait au niveau de ce que faisait. C'est ce que faisait, parce qu'on ne le fait plus. Hein. C'est ce que faisait le bureau résistance. Donc on validait les services en campagne. Alors, je vais juste préciser quelque chose donc, concernant les déportés internés résistants. Donc, pour ce statut qui est délivré donc, par le ministère des Anciens Combattants, les dossiers, on l'a vu ce matin, sont conservés à Caen, à la division des archives des victimes des conflits contemporains. Donc, la procédure de demande, elle est traitée par le ministère des Anciens Combattants et les dossiers sont à Caen. Mais à Vincennes, on a aussi, une fois que la demande avait été validée, on a aussi le dossier de suivi. Donc le dossier Éric l'a rappelé, de service militaire qui a été agréé parce que la personne a été homologuée déportée internée de la résistance. Donc des dossiers de DIR, en fait, on en retrouve à la fois à Caen et à Vincennes. Et ça concerne les mêmes individus. Donc pour un même individu, on aura deux dossiers. Un dossier à Caen et un dossier à Vincennes. Ça, c'est important de le souligner parce que souvent, on s'y perd un petit peu. Donc voilà, les dossiers des déportés internés résistance sont souvent à deux endroits. Donc c'est important pour eux parce que ça leur permet d'avoir aussi une assimilation de grade. Ils ont au niveau des pensions militaires d'invalidité, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Donc il y a eu pas mal de demandes à ce niveau-là. Alors, pour en revenir... décidément, je sais pas, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces titres qui ont été attribués pouvaient se voir retirés ou modifiés. Donc c'est prévu par une ordonnance du 16 décembre 1958. Bon, on n'a pas les chiffres, on ne sait pas combien de titres ont été retirés, mais au niveau réglementaire, au niveau législatif, la possibilité existe. Donc il y en a certainement eu des gens qui se sont vus retirer leurs titres parce qu'ils en fait, voilà quoi, je veux dire, ils n'avaient pas toutes les conditions requises. Ou après enquête, il s'est avéré qu'ils n'avaient pas toutes les conditions pour pouvoir obtenir ces titres. Récemment, j'ai découvert un cas. Alors c'est parce que je m'intéresse depuis peu de temps aux archives départementales de la Côte d'Or, au lieu d'internement que fut le fort d'Hauteville-les-Dijon pendant l'occupation. On trouve là, dans ce fort 3821 hommes, tous condamnés par une juridiction allemande à une peine à temps.
à durée déterminée. Et puis l'un d'entre eux, comme ça, je dis tiens, je vais creuser un petit peu son histoire. Alors le dossier est ici en CSP, j'ai regardé le dossier. Alors dans son dossier, on voit qu'il a obtenu à la libération des titres de résistance parce qu'il a mis en avant qu'il avait été interné, condamné par un tribunal militaire allemand et interné au fort d'Hauteville de Dijon. Et puis ensuite, je ne me rappelle plus trop ce qu'il était devenu, peut-être qu'il était envoyé en Allemagne sans beaucoup trop de précision. Et au bout d'un certain temps, l'administration se rend compte que cet homme, en fait, il a été condamné, certes, par la juridiction allemande, peut-être en bonne et due forme, mais pour un délit de droit commun. Alors, il a peut-être volé des pneus, je dis ça comme ça, mais pas dans un garage français. Il a volé des pneus dans un garage allemand, vous voyez. Et là, on lui retire le titre parce qu'on dit ça, il est condamné, certes, il fait de l'internement, certes, mais ce n'est pas un acte de résistance. Vous voyez ? Donc, alors dans le dossier, on voit, on vous demande de rendre vos titres sous menace, c'est pas écrit comme ça, mais au risque de poursuite pénale dans le futur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il rend évidemment les titres, les choses s'arrêtent là. Mais il y a des titres qui sont retirés sur cette base-là. Peut-être pas tous, évidemment, mais il y en a. On trouve des exemples, oui, oui. Et ça apparaît dans le dossier. On peut trouver ça dans le dossier CSP, oui, oui. Donc, pour terminer, alors le bureau résistance n'existe plus. Hein, ces activités ont été reprises par la DRAGD, dont je suis le responsable, la division des recherches administratives et de la gestion des droits. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, donc, il y a une personne qui s'occupe. Enfin, actuellement, il n'y a plus personne parce que le poste est vacant. Il va être comblé au mois d'août, j'espère, au mois d'août ou au mois de septembre. Donc, mais normalement, c'est une personne qui s'occupe de ça. À l'époque, à la grande époque du bureau résistance, ils étaient, enfin, l'adjudant-chef du Martin ne me contredira pas, ils étaient une dizaine, 14 en 98. Donc, c'est pour vous montrer la baisse du trafic. Hein. Donc là, il y a une personne qui ne fait pas que ça, mais qui s'occupe aussi de ça. Donc, l'essentiel de ces activités, en fait, on n'est plus sollicité pour la validation des services, à part les FFL, où on fait de temps en temps des diplômes de général de Gaulle. En 2016, on en a fait 11. En 2017, on en a fait 1. En 2018, on n'en a pas encore fait. Hein. Donc ça commence à se tarir vraiment sérieusement. Donc on est surtout sollicité par la sous-direction des bureaux des cabinets pour des copies de dossiers de résistants dans le cadre des mémoires, pour des propositions pour les résistants particulièrement valeureux, pour les ordres nationaux. On transmet aussi des copies de dossiers à l'ordre de la libération, aussi à l'ONAC, dans le cadre de carte du combattant, enfin combattant volontaire de résistance, ils veulent savoir si telle et telle personne. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une activité qui représente une infime partie de nos occupations au sein de la DRAGD. Hein. Donc l'homologation des droits, c'est devenu quelque chose qui a été depuis très très longtemps. Maintenant, là, je passe la parole à Frédéric. Maintenant, c'est la conservation, la valorisation des archives. On est plus dans la conservation, la valorisation des archives que dans la gestion des droits. Les droits, ils ont tous été, à part vraiment des exceptions, hein, c'est vraiment très rare maintenant. Mais là, on est maintenant dans l'histoire, dans la valorisation des archives. Donc là, c'est mon collègue de la DFA qui s'en occupe plus que moi. Donc nous, on n'est pas trop sollicités pour ça. Donc, je vais passer la parole à Michel, qui va peut-être vous parler du décret de 42. Déjà, mais merci Eric, en tout cas, pour... Merci pour cet exposé. Alors, c'est intéressant de voir effectivement comment et on l'a expliqué ce matin aussi, comment un bureau qui était purement administratif est devenu en fait... au bout du compte, un service patrimonial, en fait, en charge d'un patrimoine. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir qu'au départ, tous ces dossiers individuels ont été constitués à partir de textes réglementaires, à partir de tout un corpus réglementaire qui a été mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est intéressant pour vos recherches aussi de savoir que derrière le mot FFI, FFC, il y a des textes de loi, il y a des instructions qui les définissent. Et je trouve que c'était intéressant vraiment de bien, et je crois que vous l'avez très bien fait, de bien définir ce qu'étaient ces différentes familles de résistance.
Donc là, on va continuer dans ce même domaine pour parler plus précisément du statut des forces françaises combattantes et notamment du fonds d'archives qui est en cours de classe, enfin, qui a été classé très récemment et qui fait état justement des dossiers des forces françaises combattantes instaurés à Londres. Et du coup, je laisse la parole à Michel Blondin qui va vous expliquer en détail de quoi il s'agit précisément. Merci Frédéric. Bonjour à tous. Tout à l'heure, j'ai titillé Frédéric avec les listes des officiels, mais je dois dire à Frédéric, pour me racheter, qu'il m'a fait un formidable plaisir quand il m'a demandé d'intervenir dans le cadre de cette journée, parce que de formation, je suis un historien du droit, et cette occasion, pour moi, si vous voulez, c'est de vous parler d'un texte de droit extraordinaire, je vais vous expliquer pourquoi, et en même temps de montrer la traduction, si je puis dire, de certaines dispositions de ce texte dans la vie de la résistance, et vous montrer et vous donner l'envie d'aller dans les archives pour retrouver ce qu'un texte de droit a fait naître. Alors c'est pour ça que j'ai intitulé mon intervention du décret 366 du 25 juillet 1942, décret 1942, de ce décret à la série 28P11. Je dis décret 1942, signé du général de Gaulle. Ce n'est pas un décret publié à Paris. Il a été élaboré à Londres, il a été introduit en France occupée, clandestinement. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il a été connu? Qu'est-ce qu'on en a fait? Dans quelle mesure? Et la réponse est, il a été introduit en France, on en a fait quelque chose dans une certaine mesure. Et c'est ça que je vais vous montrer. Vous voyez, c'est un texte de droit extraordinaire parce qu'il vient de l'étranger, du droit français, qui est encore valable aujourd'hui. C'est un texte de notre droit positif, c'est-à-dire du droit du moment. Il a été élaboré à l'étranger par un organe qui n'est pas un organe étatique. Les décrets, quand on appelle un texte décret, ça a un sens aujourd'hui. Vous voyez ? Parce qu'autour du général de Gaulle, vous avez bien évidemment des militaires qui vont se battre, qui vont faire le combat armé, la résistance, il y a une dimension armée, mais vous avez aussi des juristes. Vous avez René Cassin, qui arrive en juin 40. Ce matin, ça m'a fait plaisir parce que quelqu'un a parlé de René Pleven. Eh bien, vous avez une équipe de juristes qui va être chargée par le général de faire son travail dans des circonstances particulières. René Cassin a écrit un livre, il l'a intitulé « Les hommes partis de rien ». Il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de bibliothèque à Londres, on n'a pas de journal officiel, on n'a pas les formulaires pour rédiger. Mais ces gens, ils vont s'impliquer et ils vont le faire. Et ce qu'ils ont fait, encore une fois, c'est dans notre droit aujourd'hui. C'est parce que ces textes-là existent que Éric a pu faire son intervention, voyez, et qu'ici on a travaillé. Alors, les textes. Moi, je suis juriste de formation. Les textes, j'aime bien en parler, mais vous voyez, les juristes, ça ne retient jamais un texte de droit par cœur. Mais ça sait le retrouver. Il faut qu'on le retrouve. Et cet après-midi, je veux vous aider à retrouver ce texte. On y va, Richard, avec la photo numéro 1. Alors, j'ai fait la vérification hier pour savoir si ça marchait encore. Je vais sur le site du ministère de la Défense. Oui, ministère de la Défense. Je trouve une case, mot-clé. Qu'est-ce que je tape? BOEM. Parce que c'est un raccourci, pour moi ça va plus vite. Ça veut dire bulletin officiel édition méthodique. C'est le bulletin officiel des armées. Vous arrivez à lire, hein? Voilà. Et puis, donc, en tapant ça, on a une réponse qui nous dirige sur bosga-défense.gouv.fr. C'est le secrétariat général pour l'administration. On clique là-dessus et on trouve une rubrique accès base de données. En bas à gauche de l'écran, faites ça ce soir. 3 bases de données sont proposées, accès BDoc, accès texte, accès BOEM. Je clique sur accès BOEM.
je trouve BOM, c'est une arborescence qui est ici, donc 02, le personnel. Personnel militaire, les résistants, enfin, certains types de résistants, certains résistants. 20, dispositions générales intéressant le personnel militaire. 203, c'est une subdivision décimale, combattants de la résistance. 203.1, dispositions communes, je passe. 203.2, dispositions particulières. Et Éric était là-dedans. 203.2.1, forces françaises libres. 203.2.2, forces françaises combattantes, FFC. Et il y a 5 textes rattachés, dont le décret 366 du 25 juillet 1942. Une circulaire d'accompagnement et d'autres textes. Et puis on descend, on a le statut des FFI, de la RIF, etc. Ces textes-là, il faut que vous les lisiez, il faut que vous les connaissiez. Alors c'est du droit positif, c'est-à-dire c'est du droit d'aujourd'hui, si vous voulez. Mais depuis 70 ans à peu près, le droit a évolué. Donc si vous voulez savoir quelles étaient les conditions à réunir en 1955, il faudrait retrouver le texte applicable en 1955. Mais beaucoup de textes, notamment le fameux décret, lui, n'a pas bougé. Vous voyez ? L'histoire du droit peut être au service de l'histoire en général. Appuyez-vous là-dessus. N'apprenez pas par cœur. Alors, ce texte qu'on trouve aujourd'hui sur le site, il a été introduit clandestinement en France. C'est la photo d'après qu'une famille m'a permis de... non, c'est la 3e photo peut-être. Richard va la passer maintenant. Ça s'y prête mieux. Voilà. Ça, c'est une famille, c'est la famille de Pierre Jolinon, qui était un DMR. J'ai rencontré le fils, il m'a photocopié cette microforme. C'est le fameux décret, sa circulaire, et puis la déclaration dont on parlera tout à l'heure et le questionnaire signalétique, qui ont été introduits sous cette forme de microfilm. Sinon, on peut trouver des versions papier, je pense qu'on en avait vu un au bureau Résistance avec Frédéric, qui ont pu être mises avec le courrier que Londres faisait parvenir à la France. Vous voyez ? Donc alors ces textes, à qui sont-ils destinés, ces textes de droit ? Ils sont destinés aux chefs des réseaux qui sont en relation avec l'état-major du général de Gaulle, pas les réseaux Buckmaster. Et puis ceux qui veulent fonctionner de manière indépendante, je pense comme le réseau Alliance, ne reçoivent pas le décret, en tout cas pas au début. Mais on va trouver le réseau Ajax qui le reçoit, c'est facile de le prouver, tout à l'heure je vous montrerai, le réseau Action D, qui organisait les parachutages clandestins dans ma région, Dijon et enfin au sens large du terme, et puis les réseaux de renseignement militaire, vous voyez. Donc ces textes arrivent, et qu'est-ce que prévoit ce fameux décret ? Quelque chose qui peut-être vous échappe, c'est la possibilité de s'engager clandestinement. Le texte arrive clandestinement, et il propose de faire un engagement clandestin. Ça, ce sont des actes de résistance qui ont été conçus par des juristes. Alors, comment faire pour s'engager clandestinement ? Il ne suffit pas de remplir un formulaire en se cachant des Allemands, parce que les Allemands ils pourraient tomber sur le formulaire ou la police française. Alors, le décret prévoit la chose suivante. Celui qui s'engage, il est en contact avec son chef de réseau, il va prendre une feuille de papier ordinaire, il va écrire de sa main un texte anodin, n'importe quoi. Il va déchirer la feuille de papier en deux, il va en garder la moitié et il va remettre l'autre moitié au chef de réseau. À charge pour lui d'acheminer, le chef de réseau, ou de faire acheminer ce document jusqu'à Londres. Mais ça ne suffira pas, il faudra un deuxième document, le questionnaire signalétique. Vous voyez ? Et ces documents, alors c'est extraordinaire Patricia, parce que le même jour, j'ai appris comment ça s'appelait. Vous et le directeur des archives départementales de la Côte d'Or, quand j'ai décrit le document que j'avais trouvé, on m'a dit c'est un chirographe. C'est un terme d'archivistes, de gens qui font de la diplomatique médiévale, etc. Les juristes, on ne connaît que les créanciers chirographaires. Mais j'avais jamais entendu parler de chirographe. Maintenant, c'est adopté et je pense qu'il faut que vous reteniez ce mot-là. Quand vous en trouverez, vous appelez ça des chirographes. En grec, chiro, la main, graphe, écrire.
C'est comme manuscrit, mais au lieu que ce soit, ce soit du latin, ben c'est du grec qui était l'origine de ça. Vous voyez, parce que la technique était connue au Moyen-Âge. On prenait un parchemin, on écrivait des formules pieuses, on le déchirait en 2 si on était 2, on le déchirait en 3 si on était 3, en 4 si on était 4, etc. Et puis il arrivait un moment, on recollait tous ces morceaux et puis on avait l'authentification, que c'était bien les bons possesseurs ou ce qu'on voulait. Vous voyez, chirographe. Ici, dans ce château, vous en avez, je pense, à peu près 4000. Chirographe. Ça veut dire qu'il y a une réponse en France à la demande faite par l'état-major du général et ses juristes, et ce que ces juristes avaient conçu, 4000. Je vais vous en montrer tout à l'heure, parce que bon, j'aurai mon intervention, je ne vais pas la faire trop longue, mais j'ai préparé un certain nombre de photos, j'en ai 200, mais on ne les verra pas les 200, qui montreront beaucoup de documents, mais notamment celui-là, parce que pour moi, c'est un document extrêmement important. Vous voyez, j'en ai la voix qui tremble, parce que moi, ça m'a ému quand j'ai trouvé ça. Pour certains, la résistance, c'est la stène qui crache, si vous voulez, au coin d'un bois. Pour d'autres, c'est celui qui saute en parachute dans la nuit. Pour un juriste, bon, j'ai aussi beaucoup de respect et d'admiration, si vous voulez, pour les possesseurs de stènes et ceux qui faisaient les parachutages. Mais pour un juriste, c'est émouvant, parce que vous avez un document qui a plein de significations. C'est à la fois un document juridique, un document administratif et puis un document émouvant, qui a une dimension affective. Parce que ce texte, le résistant, il l'a choisi. Parce que ce document, il a traversé la Manche et il nous est revenu. Voyez ? La première fois que j'ai vu un bout de papier déchiré, je n'ai pas compris. La deuxième fois, la troisième, je me dis tiens. Puis après, je suis revenu en arrière, parce que là, je me dis, il y a une série. Et c'est quand j'ai lu la circulaire qui accompagne ce décret que j'ai compris. Je me suis dit, tiens, ça, c'était quelque chose qui était organisé, et ce que tu trouves, c'est le résultat d'une organisation. Alors, le chirographe, il ne suffit pas. Le décret est accompagné d'une circulaire qui va mettre en place les détails. Et parmi les détails, la circulaire dit il va falloir remplir un questionnaire signalétique qu'on appelle QS. À Londres, on a fait une liste de 25 questions, pareil, acheminées clandestinement. Et il faudra répondre à ces 25 questions. Elles seront les mêmes du début jusqu'à la fin et toujours dans le même ordre, pour qu'on ne perde pas de temps à les numéroter, à leur mettre un titre, etc. Vous voyez, l'opérateur radio, celui qui les remplissait, il remplissait rapidement, le plus vite possible, et l'envoyait. Questionnaire signalétique. Alors, la première, il y a des 25 questions. On peut peut-être les passer, Richard. Alors, c'est tout à fait en bas. Ça, c'est la circulaire. On va trouver, voilà, ces 25 questions. Vous voyez, alors, la première, elle est en haut à gauche, indicatif du volontaire. Alors, on suggère évidemment que ce soit codé parce qu'il y a des dangers là. Le sexe, bon, si l'opérateur radio veut gagner du temps, il ne codera pas. La date de naissance, lieu de naissance, nationalité, grade, active ou réserve, arme, date de nomination, rallié au FFC à compter du. Bon, ça c'est plus ou moins important. Situation sociale, on a souvent là les professions, ce qui permet de, si on fait un dépouillement systématique, de voir qu'une profession peut se retrouver assez bien représentée au sein d'un réseau. Situation de famille, nombre d'enfants vivants, etc. Ensuite, les personnes à charge. La catégorie proposée, la question 19, vous voyez, O, P1, P2, l'assimilation proposée, puis tout à fait à la fin, l'indicatif du chef responsable qui établit le présent QS. Voilà. Et donc, il est demandé d'acheminer ça de France vers Londres, par le moyen de son choix. Le chef de réseau peut remettre ça pour un courrier aérien ou pour un courrier maritime. Il peut aussi confier à l'opérateur radio le soin de transmettre. Et il est demandé, il est suggéré, conseillé, de transmettre le chirographe et le QS séparément, pour des raisons de sécurité. L'un peut arriver, pas l'autre. Voyez. Et puis, si les Allemands mettent la main sur l'un, ils ne mettront pas la main sur l'autre. Donc, ils n'auront pas suffisamment pour identifier à coup sûr la personne qui est concernée.
Alors, on n'a pas l'identité en clair, on a l'indicatif. On n'a pas encore beaucoup parlé des pseudos, des alias, des indicatifs. C'est extrêmement important. Bon, dans les maquis de l'été 44, dans la forêt, on va s'appeler le gros, le petit, Jean, le tigre, la panthère. Mais dès lors qu'on correspond au sein d'un réseau, on peut avoir plusieurs pseudos. Avec les copains, on se fait appeler le gros, le petit. Avec le chef, ça change déjà. Et pour Londres, ça va changer encore. Le gros, il va être en contact, par exemple, avec son chef qui s'appelle Belle. Londres sait qui est Belle. Le gros, il ne sait pas qui est Belle. Faites un rapprochement, si vous tombez sur des QS, tout à l'heure on pourra le faire, entre la question 1 et la question 25. Archiduc 1/2, il a pour chef archiduc 1. Et archiduc 1, ça peut être l'adjoint d'archiduc tout court. Ayez ce réflexe. Engrangez tous les pseudos que vous pouvez engranger. Tous. C'est fastidieux, mais c'est absolument capital pour entrer dans la vie des réseaux. Des réseaux de renseignement, des réseaux d'action. Tout ce qui est relié à Londres, c'est la meilleure des protections. Et ne dites pas, c'est une faute. Vous avez relevé que dans le temps, son pseudo, c'était Dupont. Vous l'avez écrit avec un T. Quand vous allez voir avec un D, dites pas, c'est une faute. Notez les deux. Parce qu'il peut se faire appeler Dupont au sein d'un groupe, avec un T, et se faire appeler Dupont avec un D au sein d'un autre groupe. Enregistrez-les tous. Si vous le faites par informatique, ça va être très très facile après dans votre documentation de vous promener et de savoir à qui vous avez affaire. Ça, c'est essentiel. Et à Londres, on a des idées sur des familles de pseudos qui permet d'identifier rapidement à qui on a affaire, au moins aux résistants qui on a affaire. Un saboteur, il va avoir comme indicatif... Quelqu'un sait? Un nom d'outil, c'est ça? Et un opérateur radio, Eric? Un peuple. S'il est à l'émission, mais s'il est au broadcast, à la réception seulement. Un nom de ville d'Afrique du Nord. Voyez? Il y a toute une série aussi de termes géométriques. Géomètre, pyramide, parallèle, rentrez là-dedans. Rentrez là-dedans, rentrez là-dedans, rentrez là-dedans. Ah, ça prend du temps. Mais si vous dépouillez des dossiers CSP, vous allez en trouver. Vous les notez. Sinon, on me fâche. On est dans le monde des services secrets. Ils ont voulu compliquer la vie à l'ennemi, mais ils nous la compliquent aussi à nous, historiens, aujourd'hui. Hein, et c'est leur rendre hommage que d'essayer de percer leur mystère. Des fois, on n'y arrive pas. J'ai un chirographe, il y a simplement Necker Iode pour le désigner. Un chirographe, un document. Necker Iode. Moi, je sais qui c'est. Mais quelqu'un qui n'a pas engrangé les pseudos... Enfin, je sais qui c'est aujourd'hui. Il y a 10 ans, je ne le savais pas. Et pourtant, c'est quelqu'un d'important. Vous voyez? Qui c'est? Quelqu'un sait qui est Necker et Iode? Jacques Bingen? C'est quand même pas n'importe qui. EX20. Qui est EX20? Ah, on commence à le savoir maintenant. Voilà. Mais il y a 10 ans, on n'était pas nombreux à le savoir. Hein, vous le voulez? Vous l'avez? Bon, si vous voulez, tout à l'heure, on pourra, parce que j'ai ma base de données sous les yeux, je pourrais répondre à ce genre de questions. Si vous avez un X, je pense que ça nous renvoie à Rex, à Jean Moulin. C'est certainement un adjoint. Vous voyez, il y a des logiques comme ça. Mais pour tromper l'ennemi, des fois, on casse la logique et on passe à une autre logique. Hein, parce que l'ennemi, il n'est pas bête, il comprend aussi. Il comprend. Peut-être Bidot, non? Non, c'est Fassin. Qui a été parachuté en Côte d'Or à côté de chez moi? La première fois. Et la deuxième? Ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, parce que vous avez tout à fait raison. Les pseudos, ils ont une durée de vie, les alias, les indicatifs, à durée limitée. Ça aussi, il faut le noter. Si vous dépouillez les câbles, on n'en a pas parlé ce matin, mais c'est très intéressant de dépouiller les câbles. Il y en a des milliers ici, c'est une mine là aussi, mais c'est compliqué.
pour rentrer dans les câbles. Vous avez quelquefois un câble qui va annoncer, par exemple la pyramide, qu'à partir d'aujourd'hui, il doit devenir hippopotame. Si vous le qualifiez d'hippopotame à une époque où il est pyramide, vous faites un anachronisme. Ça pullule dans les bouquins, redresser tout ce qui a été écrit précédemment. Jean Moulin, il n'est pas Rex tout le temps. Il n'est pas Rex partout. Notez. Il s'appelle comme ça du temps au temps. Ah, c'est fastidieux. Mais c'est comme ça que vous rentrerez dans l'histoire des réseaux. Et puis, en plus, il y a l'intox. Ça, c'est... Ben oui, parce qu'on peut faire comprendre aux Allemands que on ne sait pas qu'ils ont compris, mais et on continue, mais on sait bien qu'ils ont compris. Et puis bon, vous voyez, ça peut se mélanger tout ça. Hein, faites attention, voilà, c'est pas que simple l'histoire de la résistance. Donc voilà pour nos textes. Ah ben non. Oh, ben, on trouve quand même des. Ben, par exemple, si vous allez dans. Ah mais c'est peut-être pas la version totale qui est en ligne. Petit à petit, on trouve, par exemple, pour CSP, il y a un inventaire. Alors celui qui est en ligne sur le site, il ne contient pas les pseudos, mais la version Bureau Résistance, elle contient des pseudos. Vous voyez. Alors là, oui. Pardon. Vous avez un instrument de recherche qui est accessible en ligne, qui s'appelle le 28P5. Ce sont les collections de messages échangés entre le BCRA et les agents en France occupée. Et donc, ce sont des messages qui sont classés par agent, et donc avec le pseudonyme qui apparaît. Et dans la table, on a fait une table de concordance en essayant de préciser pour chaque agent l'identité réelle. Donc, ça a été un travail un peu long, fastidieux. Michel nous a bien aidé, je dois dire, parce que parfois c'était pas évident. Et donc, on arrive quand même à identifier un certain nombre d'individus, même si effectivement, comme tu l'as souligné, des agents peuvent avoir plusieurs pseudos. Donc c'est pas toujours très évident, mais là pour ce qui concerne ce fonds, on a réussi à avoir une vision assez claire quand même des personnes concernées. Donc je pense que j'ai à peu près épuisé ce que j'appelle ma première partie. Hein. Vous sensibilisez à l'existence de ce décret, vous en avez entendu parler, vous donnez la clé pour le trouver, et puis dire qu'il avait prévu ah non, il y a encore un point que j'ai oublié, qu'il avait prévu pour les engagements clandestins, le chirographe, le QS. Et puis aussi, une déclaration que le résistant sur le terrain était invité à remplir. C'est une déclaration de fidélité au général de Gaulle. Je pense que c'est pour aider le général dans ses difficultés qu'il a à cette époque-là avec les alliés, hein, les Américains, les Anglais et puis Giraud. Je pense que si on a pu mettre sur la table à Londres, c'est comme des pétitions en quelque sorte, si vous voulez. Hein. Enfin, ces déclarations de fidélité, ça peut faire réfléchir en disant, bah oui, ce de Gaulle, il est capable, avec ses juristes, il est capable de faire parvenir des textes et puis d'être en quelque sorte reçu par des Français. Et puis il a les moyens de faire acheminer à Londres du papier, vous voyez, les gens qui le reconnaissent. Hein, c'est des attestations. Ça aussi, c'est émouvant. Alors, il n'y a pas forcément une adhésion pure et dure. Moi, je suis tombé sur une adhésion générale qui est signée par un résistant de Côte d'Or que j'ai connu, il est décédé maintenant, mais communiste des années 30 jusqu'à sa mort, si vous voulez. Mais il s'engage, peut-être que pendant un temps, il reconnaît, si vous voulez, l'autorité du général. Ce n'est pas une adhésion politique certaine. Mais vous avez cette dimension-là aussi. Oui, en disant on a acheminé à Londres du papier, faut quand même que je pointe aussi qu'il y a eu des critiques par rapport à ce système juridique, à cette résistance juridique, si je puis dire. Bon, on conçoit bien qu'un résistant peut dire oh, ils nous envoient des décrets, on n'en a rien à foutre, nous ce qu'on veut c'est des armes, quoi, des explosifs, hein, pour relativiser aussi. Mais il y a cette dimension, et moi je dis, cette dimension elle est méconnue, hein. Comme quoi, encore une fois, l'histoire du droit, ça... D'exemple de... Oui, alors, bon, la deuxième partie, c'était... Mais on va aller vite, peut-être. On a jusqu'à quelle heure, Frédéric? Parce qu'on va... 3h30.
Bon, la deuxième partie, c'était simplement pour vous dire que, ma foi, ce décret, il est arrivé à la production de documents, et ces documents, ils sont là, et puis vous invitez à les consulter. Alors, il y en a à peu près... Donc, à Londres, on ouvre un dossier au nom de l'intéressé, ou avec l'indicatif de l'intéressé, on n'a pas forcément le nom exact. Hein. On en a ouvert à peu près 16 000 qui sont conservés ici. Moi, personnellement, j'en ai dépouillé à peu près 2200, plus ou moins rapidement. Certains sont très minces, d'autres sont épais, surtout pour ceux qui ont été ensuite parachutés en France, les opérateurs radio, les saboteurs. Hein. Ça vaut le coup d'aller voir dans leur dossier. Et on trouve un certain nombre de choses, bien évidemment. Ces dossiers, je me suis demandé s'ils avaient été figés une bonne fois pour toutes ou pas. Je me suis rendu compte que non. Quelqu'un a dit ce matin qu'il y a des papiers qui étaient passés d'une série à l'autre. Enfin, à l'époque, ce n'était pas des séries, si vous voulez, mais d'un ensemble à un autre. Donc, on va trouver dans les dossiers dits de Londres qui auraient dû être gelés en bonne règle pour les archivistes à la Libération. On va retrouver des papiers qui certainement sortent de la série CSP. Et dans CSP, on va retrouver des papiers qui viennent de Londres. Par exemple, l'acte d'engagement qu'on a vu ce matin sur l'écran, il n'a rien à faire en CSP, il avait tout à faire dans le dossier de 28 P11 correspondants. Hein. Donc, les services. Alors, ces documents, ces dossiers ont été conservés ici et ils ont été exploités par la compagnie des services numéro 1 qui se présente, qui est le service liquidateur des archives du BCRA. Et quand vous dépouillerez de la série CSP, faites attention aux entêtes de lettres. Vous verrez compagnie des services numéro 1. Et vous verrez notamment que pour certains réseaux, il y a eu un échange systématique entre le bureau résistance et la compagnie des services numéro 1. Le bureau résistance dit, voilà, on a une homologation du temps au temps, qu'est-ce que vous avez ? La compagnie des services numéro 1 va accéder à ces dossiers, puis elle dit, elle répond soit, nous n'avons rien de nouveau, et on s'en tient là, ou bien dit, non, c'est pas le 1er janvier qu'il est rentré dans le réseau, mais c'est le 1er juillet, donc il va y avoir un rectificatif. Alors dans les dossiers CSP, vous allez trouver une pelure verte, c'est la copie de ce que le bureau résistance a envoyé à la compagnie des services numéro 1, c'est le service secret si vous voulez, hein. Et puis vous avez l'original de la réponse. On voit à ce moment-là qu'il y a eu, en 62 essentiellement, une recherche systématique pour certains réseaux. Je pense qu'il y avait des enjeux aussi, parce que, déjà même bien avant, bien sûr, il a fallu reconstituer les services secrets. Certains d'entre eux étaient compromis, si vous voulez, pendant l'occupation, et quant à la Libération, on a voulu reconstituer les services secrets. On s'est évidemment appuyé sur les dossiers de résistants. Ouais. Il y avait été radio pendant l'occupation, parachuté depuis Londres. On va probablement le retrouver opérateur radio en Indochine ou ailleurs. Voyez ? Ce qui peut expliquer aussi pourquoi pendant si longtemps ces dossiers n'ont pas été communicables. Il fallait protéger ces agents. Il n'a pas été que des résistants. Après, ils avaient fait autre chose. Voyez. Voilà l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Et moi, encore une fois, ce que j'aimerais pointer du doigt ici, parce que vraiment ça me touche, c'est la dimension affective de ces chirographes. Pensez à ça. S'il est mort en déportation, c'est probablement un de ses derniers écrits. Et c'est parce qu'il s'est engagé qu'il a été arrêté et qu'il est mort en déportation. Merci. Alors maintenant, on va passer aux photos. Alors, j'en ai plus de 200. On utilise le temps qui nous reste pour regarder tout ce que vous voulez regarder. Et puis, si vous voulez aussi, je peux répondre à certaines questions, parce que je peux partager mon expérience. Alors, je suis désolé, on est obligé de s'arrêter là, malheureusement. En tout cas, merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, parce que c'était très intéressant. Voilà, Michel nous a apporté vraiment un éclairage précis et clair sur ces questions. Ce que je vous propose, c'est de faire une toute petite pause de 10 minutes maximum et de se retrouver à 15h45 pour la suite et la fin de cette journée d'études avec une dernière table ronde.